Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 34 de Light, c'est Dali, en ce lundi matin, pour vous servir. Je le rappelle, l'objectif, il est toujours le même, et je sais que je le répète chaque semaine, mais c'est pas grave, vous savez, il y a des nouveaux de temps en temps qui arrivent, d'ailleurs je vous remercie parce que je n'ai jamais vraiment pris le temps de le faire, mais vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast, que ça soit sur YouTube ou sur les plateformes, donc c'est génial. Notamment parce que c'est l'endroit où j'ai l'impression de pouvoir être le plus pleinement moi-même et, par la même occasion, d'y apporter le plus de valeur. Le programme, il est simple, on va commencer par parler de Michel. Michel de Montaigne et de ses essais. J'ai lu il y a quelque temps un livre qui s'appelait Comment mieux vivre de Montaigne. J'ai beaucoup feuilleté beaucoup ça serait peu dire. Non, beaucoup ça serait un petit peu abusé, mais j'ai feuilleté les essais de Montaigne également. Et j'aimerais parler de cet homme, de ce philosophe français qui a porté quand même beaucoup, notamment avec les essais. En deux, on verra le phénomène de pi-fallacie. Autrement dit, pourquoi est-ce que l'argent n'est pas un jeu à somme nulle et la différence qu'il y a entre l'argent et la richesse. Ce qui n'est pas exactement la même chose et c'est inspiré d'un essai écrit par Paul Graham, How to Make Wealth. En 3, j'aimerais t'expliquer pourquoi stagner et progresser sont en réalité les deux faces d'une même pièce, pourquoi c'est exactement la même chose. Et en 4, on verra Ichigo Ishie, qui est un concept japonais que j'aime beaucoup. Merci pour le banquet, qui est le club de lecture que je viens de lancer, parce qu'il y a 9 places qui ont été réservées sur 10. Et c'est dimanche, ça arrive bientôt. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je suis sûr que ça sera un très bon moment. Et j'en ai parlé à personne d'autre que ceux sur le podcast. 9 personnes, je pense que c'est déjà beaucoup. Si vous voulez, il reste une place. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Au-delà de ça, il y a toujours dans le premier lien en description du podcast mon second cerveau auquel tu peux accéder. Le condensé de plus de 700 notes, j'en ai encore rajouté cette semaine. Donc si ça t'intéresse, tu peux l'acheter, l'accès est à vie. On attaque tout de suite sur le plan de semaine. Et, nous sommes donc le 13 janvier 2025, on attaque la 3e semaine de 2025. Dit comme ça paraît beaucoup. Mais dit autrement, nous avons vécu que 2 semaines en 2025. Ce qui fait déjà pas mal, hein, parce que j'ai l'impression que le Nouvel An, c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. La perception du temps, voilà quelque chose de très intéressant et qui a tendance à beaucoup changer. Et mon ami Jérémy, d'ailleurs, j'ai enregistré un podcast qui sortira mercredi ou jeudi, je sais pas exactement, mais normalement c'est mercredi, une sorte de discussion avec un ami à moi qui s'appelle Jérémy, qui a aussi un podcast, Neuroperformer. Donc c'est un hors-série et on en parlait comme quoi la dopamine modifiait en réalité la perception du temps. Et on a l'impression que les choses vont plus vite. Donc c'est intéressant. J'aimerais me pencher davantage sur cette question. Je sais que plus il y a d'intensité aussi sur un moment, et plus en général il peut avoir l'impression soit de durer une éternité quand c'est douloureux, ou à l'inverse aller très vite. Bref, on va tout de suite sur le plan de semaine. On commence par la down list. J'ai fait 4 séances de muscu plus un foot. Donc c'est pas mal, au niveau sport on est bien. J'ai commencé à écrire une nouvelle vidéo, mais je l'ai pas fini alors que ça faisait partie de mes objectifs. J'ai fini le livre par contre, je vous dirai pas c'est lequel parce que c'est celui qu'on va étudier au banquet. J'ai aussi lu pas mal One Piece. D'ailleurs, hier, il m'est arrivé un truc de fou. J'étais en train de lire One Piece et je me suis mis à pleurer 2e fois en 3 semaines. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le tome 41 où il y a Luffy et Robin Nico Robin, sont en train de discuter. Enfin, en gros, on retrace l'histoire de Nico Robin, qui est une fille quand elle était enfant, on l'a beaucoup rejetée, notamment de par
De par son unicité, à 8, 10 ans, elle avait déjà des super pouvoirs et elle est devenue archéologue, machin, elle savait lire les ponyglyphodes, enfin je sais pas comment on dit, bref. Donc elle arrivait pas trop à se faire d'amis et surtout elle avait un lourd fardeau qui était cette capacité de lire ces pierres anciennes. Donc bref, ça va la poursuivre toute sa vie et on voit elle a eu une belle blessure d'abandon et donc elle dit qu'elle veut mourir, mais en fait elle veut pas vraiment mourir et Luffy genre il est en mode non mais je vais te sauver peu importe ce qui se passe et tout. Enfin bref, c'était un moment fort et c'est là que j'ai compris la vraie puissance des médiums de transmission que peuvent être les films ou encore les livres. C'est que parfois ça vient réveiller des trucs en toi qui étaient peut-être enfouis ou ou je sais pas, auquel t'avais jamais pensé. Et là, tout d'un coup, ça vient réveiller un truc, ça vient mettre de la lumière ou de la conscience ou quelque chose de ce style sur cet aspect précis. Et parfois, ça s'avère être très libérateur. Et c'est ce que disait Schopenhauer sur l'art, c'est que on détache le sentiment d'utilité, mais ça nous permet d'avoir un autre regard qui est souvent libérateur. Bah, j'ai vécu la même chose hier avec One Piece, comme quoi on croirait pas, mais en réalité, ce manga me fait passer par de plus en plus d'émotions différentes et enfin, c'est magnifique. Je peux que vous recommander de commencer One Piece. Bref, j'ai fait une pizza maison ainsi qu'un gâteau à la vapeur cette semaine. Je me suis un peu chauffé, au niveau de talent culinaire. J'ai, mmh Je suis allé à Montpellier pour un tournage d'une vidéo. J'ai dû migrer toute ma formation Social Maestro sur... Enfin bref, ça m'a pris pas mal de temps, la nouvelle page. Bref. Au niveau des améliorations, j'ai noté deux trois trucs. Déjà, j'aimerais courir un peu plus, parce que j'ai l'impression que le cardio, c'est le sport qui me fait le plus de bien. Et je le sens, pardon, à chaque fois. Au niveau du focus, j'aimerais mettre un peu plus de clarté sur mes projets actuels et avancer un peu plus rapidement. Le but, c'est surtout d'y ajouter un peu plus d'effort. Parce que cette semaine, euh, j'ai pas été éparpillé parce que tout était quasiment prévu, mais j'ai l'impression d'avoir mis, j'ai pas pu mettre autant de temps que je voulais sur ce que j'estime être mes priorités. Donc j'aimerais refaire ça. Et au niveau des KPI, 1h17 de temps d'écran, c'est encore mode boss, quoi. Vraiment, 2h29 de WhatsApp et 1h40 de messages. Et pour les objectifs, 4 séances de muscu, dont 3 de cardio, on augmente. Écrire minimum 30 minutes par jour sur mon carnet, plus le podcast, la newsletter. Et parce que je l'ai dit la semaine dernière, je crois que je voulais développer davantage le skill d'écrire, sauf que j'ai été un peu ambitieux et je me suis rendu compte que le changement drastique d'abandonner l'ordi et d'aller uniquement sur le papier, pour le moment, il était trop difficile. Donc, j'ai trouvé une nouvelle alternative et on verra ce que ça va donner. C'est que quand je vais me poser dans un endroit pour travailler, je commence par ouvrir le carnet, j'écris et ensuite j'ai la possibilité d'aller sur l'ordinateur et de faire les autres tâches. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai encore plein de tâches à faire sur l'ordi. Et donc j'étais un peu dans une sorte de tiraillement et maintenant je l'ai testé hier, ça a très bien marché. Je prends le carnet, j'écris et dès que j'en ai à peu près marre, donc au bout de 30 minutes, et si ça doit durer plus longtemps, ça durera plus longtemps, je prends l'ordi. Bref, lire un livre, le résumé, mentorat, banquier, tous ces trucs. On attaque avec Montaigne, si ça vous va. Le bon Michel, hein, c'est marrant d'ailleurs qui s'appelle Michel, c'est un bon prénom français. Et mine de rien, on a quand même de la chance d'avoir d'avoir quelqu'un de cette envergure qui est français, qui est né en France, qui a passé beaucoup de temps à Bordeaux d'ailleurs et qui a travaillé, il me semble à la mairie. Enfin en tout cas, il était impliqué dans la vie politique. Michel de Montaigne, il est né en 1533 et il est considéré comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Il était très proche aussi d'un autre philosophe, La Boétie, euh, et ils avaient une relation assez sympa entre eux. Alors, la première chose dont j'aimerais parler à propos de Montaigne, c'est des essais et
du bouleversement que ça a permis d'amener dans la manière d'écrire, mais également de transmettre. Pascal dit: «Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi que je trouve ce que j'y vois». Ralph Waldo Emerson dit: «Il me semble que j'avais moi-même écrit le livre dans quelques vies antérieures». Ils parlent évidemment tous les deux des essais. Et il y a plus récemment un journaliste qui s'appelle Bernard Levin qui nous met au défi, de lire les essais et de ne pas s'inquiéter à propos de toutes les choses que Montaigne sait sur nous. Les essais, c'est un chamboulement dans l'histoire de la littérature parce que il s'écarte considérablement des modèles en usage et de ce qu'on a l'habitude de lire et de voir. Imaginons, donc ça vient de Wikipédia. Imaginons le lecteur parcourant la table des chapitres. Un titre l'arrête: de la cruauté. Il s'attend à retrouver les fameux exemples de l'Antiquité repris par les auteurs en vogue. Mais en ouvrant la page, quelle n'est pas sa surprise? Au lieu d'une démonstration d'érudition, il trouve essentiellement des remarques psychologiques, des réflexions personnelles, appuyées par des exemples bien choisis. Puis voilà que l'auteur lui fait des confidences sur sa santé, ou dresse son propre portrait physique et moral, sans omettre le moindre détail. Certes, on trouve encore quelques essais assez maigres, mais l'essentiel est là. L'influence livresque a reculé devant l'originalité du penseur et de l'écrivain. Donc c'est un bouleversement. Ça arrive au XVIe siècle. Donc les essais, il me semble, qui sortent en 1580. Donc ça fait quand même pas mal de temps, quasiment 500 ans, 450, disons. Et moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est peut-être ce que vous aimez le plus avec ces podcasts, c'est la transparence dont je peux faire preuve. Et c'est fou de se rendre compte que plus on creuse avec quelqu'un, plus on discute, plus on se rend compte que nous avons beaucoup de points communs et qu'il y a de fortes chances que si j'avais le passé de la personne qui était en face de moi, j'aurais probablement aussi le même présent. Et ça, c'est complètement fou. Ça, pour moi, c'est complètement fou. Et donc voilà, Montaigne, c'est quelqu'un d'assez humaniste qui a pas peur d'affirmer le moi dans sa version la plus complète, la plus holistique possible, et aussi la plus vulnérable parfois, hein. Il y a une anecdote à propos de Montaigne, c'est que dans les essais, il dit qu'il a un petit pénis. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup réagir. Il dit aussi qu'il adore, par exemple, le melon, ou qu'il préfère faire l'amour allongé plutôt qu'assis. Euh, donc pas mal de ces choses comme ça qu'on n'attend pas forcément dans un livre qui pourrait nécessiter et sous-entendre beaucoup de sérieux à la base, mais pourtant Montaigne il a dit vas-y fuck, moi j'ai envie de faire différemment et aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus développé. Donc ça c'est cool et il faut savoir que ça vient de Montaigne. Avant ça se faisait pas vraiment. Aujourd'hui ça s'est bien plus popularisé cette capacité à écrire comme Montaigne. Deuxième chose que j'aime beaucoup de lui, c'est une forme d'amour incontesté envers la vie et envers les formes peuvent prendre. Peu importe, envers les formes que la vie peut prendre. Je ne sais pas. Mais bref, il y a une sorte d'amour fati, c'est-à-dire d'amour du destin, très importante chez lui. Il dit, donc ça c'est une citation qui vient d'Épictète, mais que Montaigne reprend: «Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu». Et ça, moi, c'est une idée aujourd'hui qui me parle de plus en plus, parce que on voit bien que naturellement, l'être humain a une tentative à tenter de maximiser ses ressources, ses plaisirs, ses possessions et de minimiser ses souffrances. Sauf que la vie finit toujours par nous rattraper, hein, et on le voit. Il y a plein d'exemples qui peuvent en témoigner. Prenez de la cocaïne, bah vous allez sûrement vivre un des moments les plus heureux de votre vie. En tout cas, vous allez ressentir plus fortement le plaisir, mais derrière, vous vivrez sûrement aussi le moment le plus douloureux et le plus difficile.
Et quand beaucoup d'entre nous sont dans la recherche d'une vie meilleure, il me semble que avant tout, ce qui compte, c'est d'aller plus vers une sorte de transparence envers la vie, et peu importe la forme et la manière dont elle va s'exprimer, on est en train d'accepter et de prendre ce qui vient. Il y a une citation d'André Comte de Sponville, qui est un philosophe qui est encore en vie, que j'aime bien, franchement, je le trouve très pertinent, qui dit: «Tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara». Alors ça, c'est inspiré de la pensée bouddhiste. Mais en gros, l'idée, c'est que on peut remplacer le samsara et le nirvana par le malheur, par le bonheur, par le paradis et l'enfer. C'est à peu près la même chose et les mêmes idées. Il y a une tentative d'aller vers le paradis, de fuir à tout prix l'enfer. Mais en fait, quand vous faites une différence entre les deux, bah, vous êtes dans le jugement. Vous êtes en train de comparer les deux, et donc vous êtes dans une forme de samsara, c'est-à-dire dans une forme de vous êtes en train de nier une partie de la vie, et donc ça ne marche pas. Et c'est ça que j'aime, et à mon avis, le lien avec la capacité à être très humain et se montrer vulnérable, elle est là aussi, c'est que tu n'as plus besoin d'édulcorer la vie et de faire comme sur Instagram, c'est-à-dire dans tes écrits de partager tes plus belles trouvailles, tes plus belles connaissances et les choses que tu veux montrer de toi, mais tu es un peu plus à l'aise parce que tu as bien compris que la vie c'était ça, de montrer davantage de tes facettes. Il y a une métaphore que j'aime bien, qu'utilise Montaigne, qui est: comme les fruits sauvages, les sauvages gardent leur saveur naturelle. Les humains qui perdent leur sauvagerie perdent leur saveur. Alors attention, hein, tu t'es pas obligé de t'habiller en super-héros et de partir dans la jungle après cette citation. Et d'ailleurs, j'ai pas envie non plus de tomber dans une critique exacerbée du monde moderne et de tous ces trucs, parce que il y a plein de choses avec la modernité qui nous ont éloignés de cette période un peu sauvage, mais qui pourtant sont vraiment des beaux cadeaux. Mais c'est plutôt, je pense, le sens sauvage, c'est dans le sens, enfin, il y a une sorte de truc un peu comblé, enfin complet, au plus proche de la vie. Pour finir, il y a une règle de lecture. Alors ce matin, je le sens là. Je le sens que j'ai un peu moins d'énergie que d'habitude, je vous le dis. On verra si ça, si ça s'accélère, si ça s'accentue avec le fait de se mettre en mouvement, mais je l'espère. Donc pour finir, une règle de lecture de Montaigne que j'aime bien, qui est tirée du poète Ovide: lire seulement par plaisir et par gaieté. Et ça, c'est un truc qui me tiraille, hein, depuis pas mal de temps, c'est de savoir si je dois suivre mes instincts, si je dois m'écouter et faire uniquement les choses qui me plaisent, ou est-ce que je dois m'imposer des contraintes et parfois faire des choses qui vont à l'encontre de ce que j'ai vraiment envie, ou à l'encontre de mes émotions. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. Déjà, j'ai beaucoup moins de tiraillement envers moi-même, et c'est-à-dire que quand il y a des moments où il pourrait avoir des baisses d'énergie, ou qu'il pourrait avoir moins de motivation, je cherche pas forcément à me mentir à moi-même et à me dire, «Non mais c'est pas, enfin, genre, c'est juste une sensation, tu peux la combattre et tu peux t'en affranchir». J'ai quand même souvent l'impression que quand on fait ça, on y laisse des plumes. Et pareil avec la lecture, il m'arrive parfois de buter sur certains textes qui sont difficiles. J'en avais parlé avec Dostoïevski, Crime et Châtiment, j'étais à la page 300, c'était dur, et j'ai décidé d'arrêter. Et c'est toujours difficile de se positionner par rapport à ça, parce que d'un côté, j'aimerais bien, hein, être capable de lire Dostoïevski en entier, et de pouvoir en parler même, parce que j'y vois une forme de persévérance, et je suis très admiratif de cette capacité à fournir des efforts, peu importe le niveau de difficulté. Mais en même temps, je vois bien à quel point il y a une perte
quand on passe dans un mode forcing. En fait, ça tout dépend de qui est-ce qui motive l'action. Et ça, on en reparlera juste après. Bref, mais il y a beaucoup de gens, notamment Taleb, hein, que j'adore, qui dit qu'il écrit pareil, hein, seulement quand il en a envie. Et ça, c'est fou. Et pour beaucoup d'entre nous, dans ce monde moderne rempli de stimulation, etc., ça semble être intouchable. Mais pourtant, et je ne pense pas que c'est ma vision de la vie en mode nirvana. C'est-à-dire, je pense pas que c'est une projection de moi qui dit ah, ça serait trop bien si la vie ça pouvait être régi par ces codes, c'est-à-dire juste tu te laisses aller par tes plaisirs, par tes envies, tu t'imposes pas trop de contraintes, tu t'écoutes, etc. Et la vie elle est géniale, machin et tout. Non, parce que quand tu fais ça, tu prends aussi les voilà, c'est ça, exactement. Quand tu fais ça et quand tu décides d'être un peu plus à l'écoute de ses instincts, tu vas aussi prendre de manière tout aussi forte les moments, par exemple, de tristesse, de mélancolie, de lenteur, ou encore d'un sentiment, par exemple, d'impuissance et de manque de contrôle. Ça, tu te les prends aussi et tu ne cherches pas non plus à les changer. Et donc, c'est pas la même chose. On va aller sur la deuxième idée tout de suite en parlant de Pi-Fallacie et l'argent. Bon là c'est un sujet où je pense j'aurais peut-être un peu plus d'inspiration. Donc Paul Graham, il a écrit un article, enfin un essai, parce que lui aussi il a un site internet qui est genre passionnant, avec plein d'essais hyper pertinents. Et il y en a notamment un qui s'appelle How to Make Wealth, donc comment créer de la richesse. Et dedans, il parle de ce phénomène, donc Pi-Fallacie, en commençant par expliquer que déjà la monnaie, donc l'argent, ce n'est pas la richesse et c'est pas du tout la même chose. La richesse, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps et l'argent, comparé à la richesse, c'est quelque chose d'assez récent en fait. Et la richesse, c'est un truc de fondamental. La richesse, c'est les choses qu'on veut. Donc il dit c'est la nourriture, c'est la maison, c'est les vêtements, les voitures, les gadgets, les voyages et tous ces trucs. Et tu ne peux pas avoir... Non, pardon. Tu peux avoir beaucoup de richesses sans avoir d'argent. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Wealth is what you want, not money. Donc ce que tu veux, c'est de la richesse, pas forcément de l'argent. Mais si la richesse c'est important, pourquoi alors tout le monde parle de l'argent? Eh bien parce que aujourd'hui, c'est devenu un moyen de faire transitionner la richesse. Et il s'avère que c'est plutôt utile et plutôt pratique. Et en réalité, l'argent, c'est juste une sorte de side effect, donc d'effet de causalité, disons, de second ordre, de la spécialisation. Parce que en gros, comme aujourd'hui tout le monde est devenu un peu spécialisé dans un truc, c'est devenu plus difficile de faire des échanges et donc on a décidé d'incorporer la monnaie, l'argent. Avant, on le faisait notamment avec le métal, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'argent c'était encore plus facile parce que c'était beaucoup moins lourd, mais c'est un trade en deux process. J'ai ajouté de la valeur, ça vaut tant d'argent à peu près, je te passe l'argent et tac, tu payes et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc ça déjà, je trouve que c'est une distinction qui me semble être vraiment très importante. La richesse n'est pas l'argent. Et et que tu t'en doutes bien que ce que tu veux dans la vie, c'est de la richesse, et c'est pas forcément de l'argent. Et donc ça vient questionner aussi la manière dont toi, est-ce que tu apportes de la valeur, et tu peux en partager aux autres. Et sache que tout le monde est dans la capacité de le faire. Et donc, pour revenir donc sur le phénomène de pi-fallacie, il explique, Paul Graham, qu'il y a beaucoup de gens, notamment depuis l'enfance, qui ont cette idée un peu figée selon laquelle il y a un certain nombre de richesses dans le monde qui est fixe. Et il dit, moi je me souviens quand j'étais enfant, on me disait, il y a plein de riches, ils ont à peu près genre 80% des richesses du monde, et donc ça fait qu'il y en a beaucoup moins pour les autres.
Il s'avère que quand tu prévois de lancer une entreprise, bah, c'est là que tu te rends compte que tu viens et que tu vas prouver que cette assumption, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle de pie fallacie, c'est genre le truc de d'être une pie un peu voleuse, tu te rends compte que c'est faux, en fait. Hem, la richesse, elle a été créée et détruite depuis la nuit des temps et en moyenne, elle a été, beaucoup plus, créée. Je me suis renseigné sur la monnaie là ces derniers temps d'ailleurs, j'en ai fait une note, dans mon second cerveau et il y a un phénomène qu'on appelle la masse monétaire. C'est en gros, bah, la quantité d'argent, qu'il existe dans le monde et il s'avère que, depuis pas mal de temps, cette masse monétaire, corrigée de l'inflation, elle a, énormément grandi, en fait. Donc il y a eu de plus en plus, d'argent et ça veut dire et en fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais nous vivons dans un monde où nous avons jamais eu autant de richesses disponibles et surtout de richesses créées. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que nous vivons tellement dans une abondance de richesses que nous ne sommes plus capables de trouver des moyens de créer des richesses. Parce que tout est déjà là. Parce que quand on compare l'argent et la richesse, on voit bien que l'argent, c'est les trucs qu'on veut. Et si on ne se dupe pas soi-même, on prend bien conscience que ce qu'on veut, c'est surtout de la bonne nourriture, une belle maison, des beaux objets, des beaux livres, des bons amis, la santé, bref, tous ces trucs. Et que le reste est souvent superficiel. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça est déjà, alors ça dépend quoi, hein, parce que on voit bien qu'il y en a, enfin, on est en train de faire des trade-offs qui valent pas forcément le coup, mais aujourd'hui, nous vivons dans une abondance de richesses. Il y en a partout et c'est créé à chaque instant, tellement que nous, on se questionne sur le sens de nos vies parce que où est-ce qu'on pourrait être créateur? On en revient avec ce que disait Saint-Exupéry. C'est très intéressant. La richesse, en fait, créer de la richesse, c'est justement être dans ce processus de création. Mais quand on regarde autour de soi et qu'on se rend compte que la plupart des richesses sont déjà là et sont déjà créées en permanence, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh ben, je pense que la réponse, en tout cas moi, c'est ce que j'aime, enfin c'est la manière dont j'aimerais répondre à ça, c'est que j'aimerais aller vers une création de richesse bien plus qualitative. Parce que je me rends compte que c'est bien, on est en train de créer plein de choses, mais on voit bien, et on peut prendre l'exemple de la nourriture, c'est celui qui me vient en tête le plus rapidement, que dans ce processus massif de création de richesse, on a une déperdition de qualité qui est immense. Donc, bref. Beaucoup de gens pensent que la richesse est un jeu à somme nulle. Si quelqu'un s'enrichit, quelqu'un d'autre s'appauvrit. Mais la création de richesse est l'un des rares jeux à somme positive de la société. Si vous réparez une vieille voiture cabossée, vous augmentez sa valeur. Vous devenez plus riche sans appauvrir personne. Et les enfants savent très bien ça, hein, sans vraiment le savoir. Ils font que de créer de la richesse. Quand ils ont pas, assez d'argent pour, faire un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils le créent. Et et j'adore, cette vision parce que je pense que j'ai quand même assez fortement la croyance selon laquelle il y a des choses qui vont pas à propos de l'argent aujourd'hui et la manière dont on l'utilise et dont on le poursuit. Mais je trouvais quand même ça important de rappeler que la création de richesse n'est pas un jeu à somme nulle et que chaque jour, tu peux continuer à créer de la richesse et donc, de manière indirecte, d'être récompensé pour ça en obtenant de l'argent. Et donc, ça remet aussi en perspective la valeur de l'argent. Euh, est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce que la richesse est corrélée à l'argent que tu as sur ton compte en banque? C'est-à-dire, est-ce que plus tu gagnes d'argent, plus tu apportes de la valeur? En tout cas, tu crées de la valeur. Mais encore, c'est pas parce que tu crées quelque chose que ça profite aux autres. Genre, c'est pas parce que tu crées une carotte
qu'elle est forcément riche en nutriments et qu'elle va être mangée par les autres et leur faire du bien. Ça, on n'en sait rien. C'est 2 étapes qui sont encore différentes. Donc, c'est dans un premier temps, c'est à toi de te questionner et de savoir est-ce que cette création de richesse va permettre sincèrement de bénéficier aux autres ou pas. Et c'est là où moi j'ai un gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent créent de la richesse. Certes, ils créent de la valeur, mais il serait peut-être temps de redéfinir cette création de la valeur et de la remettre sous des perspectives qui sont différentes. Parce que quand on y va un petit peu de plus près, on se rend compte que souvent, ça fait plus de mal que de bien. Encore faut-il être capable de revenir à cette humanité. Parce que c'est ça en fait, c'est la citation de Seth Godin, genre si vous faites de l'A/B testing, au bout d'un moment, vous transformez tous les sites internet en sites porno. Parce que tu te rends bien compte que c'est ce que chase le cerveau humain et que c'est vers quoi il finit par arriver si tu A/B test en mode telle option, telle option, telle option. Sauf que ça, au fond, si t'es un peu connecté à toi-même et à ta forme d'humanité, tu te rends bien compte que ça ne te fait pas du bien. Et donc, il y a un problème dans cette création de «valeur» entre guillemets. Ouais, je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, s si vous avez cette croyance selon laquelle la création de richesse est un jeu à somme nulle, vous pouvez la dégager. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire: «OK, aujourd'hui, on crée plein de richesses. On crée plein d'argent. Maintenant, il y a un peu cette fameuse idée selon laquelle l'argent, l'argent a une odeur, en fait. L'argent a une odeur et la manière dont tu vas gagner de l'argent va influencer directement la manière dont tu vas la réutiliser et cetera et surtout la manière dont tu vas créer de la valeur. Et donc la vraie question c'est, comment est-ce qu'on fait pour créer une valeur qui profite aux autres? Comment on fait pour augmenter une richesse qui a un effet, collatéral sur les autres, en fait? Et pas juste sur soi aussi. Et sans se mentir. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. OK, troisième idée. Pourquoi est-ce que je pourrais le mettre si vous voulez, en lien, mais là je vais lancer un nouveau truc. Je vais faire une newsletter toutes les semaines où je vais résumer très brièvement les idées de la semaine, mais en 2-3 phrases. Je mettrai aussi les citations de la semaine, je mettrai les recommandations de la semaine, donc je mettrai dans ça et pour finir, je mettrai les sponsors. Donc bref, c'est une sorte de newsletter très courte, inspirée de, par exemple, 3-2-1 de James Clear, pour ceux qui connaissent. C'est quelque chose d'assez simple et tout. Et donc, je mettrai la semaine prochaine, si vous voulez, le lien dedans. Ok, en 3, pourquoi stagner et progresser sont exactement la même chose? Georges Léonard, c'est un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Mastery, inspiré de la philosophie zen, qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet, de comment devenir un maître dans un domaine. Et il explique que la maîtrise n'est rien d'autre qu'une série de paliers entrecoupés de brefs progrès. Je vous lis la citation, je la trouve magnifique. Elle est un petit peu longue, mais elle est vraiment très pertinente, et moi, elle m'a bien retourné le cerveau. La leçon la plus importante ici, surtout pour les jeunes, c'est que même si vous visez les étoiles, vous allez passer la plupart de votre temps sur un palier. C'est là que se déroule l'apprentissage le plus profond et le plus durable, alors autant en profiter. Quand j'ai commencé à apprendre, je pensais simplement que je m'améliorerais régulièrement. Mon premier palier a été un choc et une déception, mais j'ai persévéré, et j'ai finalement connu une poussée apparente d'apprentissage. La fois suivante où mes progrès extérieurs se sont arrêtés, je me suis dit « Oh mince, un autre palier ». Au bout de quelques mois, il y en a eu une autre poussée de progrès, et puis bien sûr, un nouveau palier. Cette fois, quelque chose de merveilleux s'est produit. Je me suis retrouvé à me penser « Oh mon Dieu, un autre palier ! Tant mieux, si je persiste et que je continue à m'entraîner, je suis absolument assuré d'une nouvelle poussée de progrès. » Ce fut l'un des moments les plus beaux et les plus chaleureux de ma vie. Je crois que dans l'inconscient collectif, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai pendant longtemps envisagé et pensé les choses, le progrès c'est quelque chose de constant,
Et si je prends l'exemple de la muscu, il s'avère que on voit bien sur les méthodes d'entraînement, on va faire une surcharge progressive. Donc dans l'idéal, tu devrais être capable chaque semaine de, soulever des poids, disons 20 kilos, et la semaine suivante de passer à 22, et la semaine suivante encore de passer à 24, et cetera. Sauf que, il s'avère que c'est pas vraiment comme ça, et moi j'ai essayé de m'entraîner de cette manière, et il y a des semaines en fait où tu vas y aller, et t'auras un tout petit peu moins bien dormi, ou je sais pas, t'auras peut-être un peu moins de force, ou t'auras juste pas tant progressé que ça. Tu vas essayer de monter le poids, et au final, tes répétitions vont diminuer. Et donc, tu as l'impression de ne pas progresser. Et en réalité, tu comprends que tu es simplement sur un palier. Et ça fait lien avec ce dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, sur la théorie du chaos et ce qu'on appelle les points de bifurcation. En gros, la progression n'est pas linéaire, mais c'est plutôt une sorte d'itération constante qui un jour amène à un changement de phase, un point de bifurcation qui fait que bim, le système switch. Et je prenais l'exemple des jongles que j'ai voulu apprendre quand j'étais plus jeune au foot avec un ballon. Au début, t'en fais 0, puis le lendemain 0, puis 0, puis 0, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, plus 5, puis 5, et un jour, tu passes de 10 à 200 en fait. Et il y a une sorte de switch dans le système immense qui fait que, bim, tu viens de passer le palier de progression. C'est un peu intégré dans ton système, notamment nerveux, ce qui fait que t'as vraiment un progrès qui est durable et sur lequel tu peux t'appuyer. Et ça fait lien avec notre tendance aujourd'hui et notre difficulté de plus en plus de s'affranchir des résultats instantanés et des gratifications court terme, parce que à partir du moment où on fournit un effort, on attend une récompense. Et souvent, on a de la chance, la nature est bien faite. Quand vous faites une séance de sport, peu importe le temps ou peu importe la charge que vous avez soulevée, normalement, vous allez quand même ressentir un bien-être. Endorphine, etc. Donc ça, c'est cool. Et sauf que aujourd'hui, on a des attentes qui sont quand même un peu plus importantes, quoi. Au-delà de l'endorphine, on voudrait aussi qu'il y ait des progrès. On voudrait aussi que notre corps change. On voudrait aussi que les autres le voient. Et tout ça. Et ça, c'est pas mal parce que quand vous comprenez qu'en fait, quand vous stagnez, vous êtes dans un processus, ça déjà, c'est une très belle chose, de progression, vous modifiez votre perspective par rapport à ça. Et puis surtout, la vie permet de faire un test immense sur ta motivation intrinsèque. Et c'est pour cette raison que c'est ce que je disais avec le conseil de Montaigne à propos de la lecture, c'est que vous êtes obligé et vous n'avez pas le choix que de trouver du plaisir simplement dans le processus, et même, j'irai plus loin en disant que vous devez même aujourd'hui être capable de trouver du processus, de trouver du plaisir, pardon, et du sens dans le fait de stagner. Et je pense que c'était important de le rappeler. Et on en revient à ce dont j'ai déjà parlé aussi sur le saltationnisme, ou ce qu'on appelle aussi les équilibres pondérés et le gradualisme, c'est que la vie n'est pas une succession de progression. La vie fonctionne aussi, enfin il y a les deux en fait, mais il y a également des bons. Et ça, il faut pas l'oublier. Et dans un processus d'apprentissage, vous allez avoir des petites progressions, et ça peut être vécu comme une stagnation, mais un jour, vous aurez, si vous continuez à persévérer, un bond. Et donc c'est ça qui est important. Et je le vois tellement avec la musculation, et j'ai hâte de voir. Donc là, je vous ai dit, je m'entraîne un peu plus, et en même temps, je m'entraîne un peu moins, dans le sens où je fais des séances qui sont un petit peu plus courtes, où je prends le temps de récupérer, mais je m'astreins vraiment à préserver
quasiment chaque jour une forme de volume pour que j'ai une progression qui est assez lente et je suis assez à l'aise avec ça. Mais je vois bien à quel point, là déjà en traction, je pense que j'ai, mais encore c'est que le début parce que je vois bien le switch, le fait de prendre le temps, ça me permet vraiment de très, très bien connecter avec mon dos. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup plus, il est beaucoup plus fort, j'ai tout le temps des courbatures en ce moment parce qu'avant, sur les tractions, j'utilisais beaucoup trop, mes biceps, entre autres. Enfin bref, s'il y a bien une idée à retenir là de ce point numéro 3, c'est que vous devez bien comprendre que le fait de stagner fait partie intégrante du processus et j'irai même plus loin en disant que ça fait partie du processus de progression et que quand vous stagnez sur quelque chose, à partir du moment où vous continuez à fournir un peu d'effort, vous êtes en réalité en train de progresser. Et sortez-vous de la tête que vous devez chaque jour progresser sur quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ce qui compte avant tout, c'est de faire le truc. Et c'est pour cette raison que je pense que c'est bien plus pertinent de faire par exemple tous les jours 30 minutes d'écriture et de ne pas vouer un culte à la progression sur le nombre de mots. Est-ce que je suis capable d'écrire plus de mots en 30 minutes parce que j'ai augmenté ma vitesse? Ni même sur la qualité des réflexions, mais simplement sur le fait de m'astreindre à faire 30 minutes d'écriture tous les jours et par moment être bon, par moment être moins bon et être à l'aise avec ça. Puis petit à petit se rendre compte qu'il y a une aisance qui commence à grandir, mais sans avoir pour autant des attentes et chercher à le quantifier. Dernière idée pour cette semaine. Alors il sera sûrement un petit peu plus court ce podcast, quoi qu'on est déjà à 40 minutes. Ishigo Ishi. Donc ça c'est un proverbe japonais qui en anglais se traduit par one encounter, one lifetime. C'est-à-dire une situation, une vie. Une rencontre, on va dire, une vie. Ce que dit ce concept japonais, c'est que chaque instant est unique et irremplaçable. Alors appréciez chaque expérience comme si c'était la dernière. Ce qui est le cas, d'une certaine manière. Même si votre situation actuelle est difficile, sachez que, de tous les êtres humains qui existeront un jour, vous seul avez le privilège de vivre en ce moment cette situation de cette manière spécifique. Ce qui est fou, c'est que donc ça, c'était dans un conseil de Montaigne, entre autres, mais aussi de Plutarque, de Sénèque, et cetera, qui partagent la même vision sur comment trouver la paix de l'esprit, se concentrer sur ce que l'on a devant soi et lui prodiguer toute son attention, c'est-à-dire se concentrer sur le présent. Donc ce que j'aime bien avec Ichigo Ichi, c'est que, c'est vrai, chaque situation que vous vivez et celle-ci en fait d'autant plus partie, mais il y a pas d'échelle de valeur, et de hiérarchie, est unique. Chaque situation est unique et et ça, c'est fou. Chaque situation est unique et vous ne pourrez jamais vivre 2 fois la même chose. À chaque fois, ce sera différent, à chaque fois et ça c'est fou parce que ça montre à quel point, la vie c'est quand même un truc de malade, quoi. C'est quand même un truc de C'est quand même un truc de fou. Je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ça. Juste le fait d'en prendre conscience, moi, ça m'a fait quelque chose. Et oui, en fait, chaque moment de vie est unique, ne se répétera jamais et donc bah, à partir de ce moment-là, en fait, tu es en mode, «Putain, mais c'est trop stylé, quoi». Peu importe ce qui se passe, je crois que je veux tout vivre, je veux tout prendre et que je suis privilégié. Il y a une citation d'Oscar Wilde que j'aime bien qui dit: «Qui se retourne trop souvent sur son passé ne mérite pas d'envisager un avenir». Ça fait lien évidemment avec ce que je disais la semaine dernière, hein, sur le passé, qui n'a pas de lien de causalité avec le futur, malgré ce qu'on pourrait croire. Enfin quoique, hein, je suis pas encore certain de cette affirmation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le futur se crée à chaque instant et donc qu'il est unique
et même ça à l'échelle individuelle, quoi. De par ton passé, de par la personne que tu es actuellement et de par la manière dont tu vas vivre les choses et elles vont se présenter à toi, à chaque fois, c'est unique. Et c'est fou, je discutais, c'est quand? C'était samedi avec, mon ami Jérém, on est allé, déjeuner avec, Chris de Poisson Féconde entre autres, mais d'autres gens qui eux font des trucs qui me sont pas du tout familiers, je dirais même effrayants, à propos des sorties du corps. Je sais enfin moi perso, j'en avais quasiment jamais entendu parler, mais en gros, vous êtes allongé et bah, vous avez, cette sensation de ne plus vraiment être dans votre corps. Une sorte de dissociation. Bref, tu peux voyager, tu peux voler à Skip. C'est aussi en lien avec les rêves lucides, c'est une forme de sortie du corps a priori. On n'est pas sûr de ça, mais bon bref, et ces gars m'expliquaient que pour eux, et la vision qu'ils avaient de la spiritualité et de ce que ces expériences leur avaient appris, pour eux en fait le passé et le futur pouvaient communiquer entre eux. Hem Et il y avait un phénomène, notamment qui m'a marqué, qui était comme quoi en fait, si tu as un rêve récurrent, il y a une supposition qui dit que en fait, c'est le toi du futur qui essaye de te prévenir de quelque chose qui pourrait arriver. Il y a l'anecdote d'un gars qui fait que de rêver, d'un avion qui se crache, d'un avion qui se crache, d'un avion qui se crache et puis, quand il est un peu plus vieux, il y a un avion qui se crache, dans son jardin, quoi. Et bon bref, je sais pas, ça c'est des trucs, c'est toujours difficile de mettre des mots dessus et puis ça échappe forcément à la logique. Mais d'ailleurs, j'ai écrit un truc là dans la newsletter que j'enverrai donc tous les lundis. J'ai écrit: «Tu n'as pas besoin d'avoir de raison pour avoir peur». Donc ça, c'est ce que je disais la semaine dernière. Et n'oublie pas que comme l'a dit Will Durant, la logique est une invention de l'homme et peut être ignorée par l'univers. Savoir raisonner correctement est important, mais être capable de l'ignorer l'est tout autant. À méditer. Pour finir, je vous propose de parler des recommandations de la semaine. J'en ai 3, donc qui seront dans la newsletter. Vous aurez le lien, si vous n'êtes pas inscrit, c'est en bas du podcast. Pour commencer, on a A Storm on a Summer's Day. C'est un son parfait pour un shoot d'énergie dans sa journée sans trop se presser. A Storm on a Summer Days. Donc je vous recommande de ouf. Et le nom de l'artiste, c'est Fullcrate. Fullcrat, ouais. Ça fait ça, genre. C'est un son un peu. C'est vraiment, vraiment très très bien. Je vous recommande. Ensuite, on a une newsletter qui s'appelle 25 Useful Ideas for 2025. Newsletter passionnante qui condense 25 modèles mentaux pour réfléchir avec plus de précision. Donc pareil, vous aurez le lien. Et pour finir, un podcast que j'ai adoré sur la nutrition, qui s'appelle Alimentation, microbiote et santé mentale dans Dialogue, qui vous apprend beaucoup de choses sans rentrer dans des dogmes ni approximations pseudo-scientifiques. Pour finir, je tiens à vous le rappeler, il reste une seule place au banquet qui aura lieu dimanche. Donc si vous êtes dans les parages, si vous êtes à Lyon, n'hésitez pas. Et en fonction de comment ça va se passer, je verrai si je décide de reproduire l'événement et potentiellement de l'organiser dans d'autres villes, pourquoi pas. Et je rappelle aussi Mon Second Cerveau, une mine d'or qui condense plus de 700 notes autour de la philo, de la création de contenu, encore de la santé et qui est mis à jour chaque semaine. Et tu as un accès à vie. D'ailleurs, on a eu des petits commentaires qui m'ont fait très plaisir sur le Second Cerveau là récemment. Je vais vous les lire parce que je pense que ça vaut le coup. On a Noah qui dit: incroyable, je ne m'attendais pas à beaucoup, mais là, c'est bien plus que beaucoup. C'est une immense quantité d'informations résumées, c'est super bien organisé en plus. Merci. J'ai même l'impression que c'est gratuit pour ce que c'est, carrément passer le prix à au moins 100 € parce que là, vraiment, c'est du très très lourd. Voilà, bon, ça c'est Noah qui a dit ça et je vous jure que je l'ai pas payé pour le faire. Pire, c'est lui qui a qui a payé le Second Cerveau. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'était Dali. On se voit la semaine prochaine. J'étais un petit peu plus lent et j'ai pas voulu trop faire semblant non plus. L'énergie revenait par moment. Là d'ailleurs, elle est pas mal. Mais bon bref, ça m'a fait plaisir comme d'habitude. On se voit la semaine prochaine et pour les 9 d'entre vous qui ont réservé, on se voit dimanche en physique. On va se régaler. Allez, ciao.